La seconde partie de notre débat est consacrée au jour d'après. Et maintenant, que faire pour lutter contre le terrorisme, contre l'islam radical? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Tous ces terroristes ont un point en commun. Ils sont passés par la case prison où ils se seraient radicalisés. Se pose donc aujourd'hui la question de la radicalisation en prison. Eh bien, écoutez la réponse de Nicolas Sarkozy. C'était ce matin chez nos confrères de RTL. Le garde des Sceaux a dit « pas une place de prison en plus ». Parce que la prison n'est pas la solution. Excusez-moi. La question de la présence des djihadistes dans nos prisons, si la prison n'est pas la solution, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut bien les mettre en prison. Et il faut les mettre en prison en évitant la propagation d'idées mortifères, barbares et scandaleuses. Donc il faut les mettre en cellulement individuel. Dounia Bouzar, que faire pour lutter contre la radicalisation en prison? Est-ce qu'il faut les isoler, comme vient de le dire Nicolas Sarkozy, ces détenus? Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'exaltation de groupe renforce la radicalisation, puisque dans le processus de radicalité, le fait de se sentir fort, de se sentir le même que l'autre, le fait de posséder la vérité, d'être supérieur, d'avoir une mission, plus vous êtes nombreux au même endroit, plus ça fait une fusion du groupe et plus ça fait ce sentiment de supériorité. Donc les isoler probablement. Par contre, il ne faut pas non plus qu'il y ait une solitude totale, puisque quand vous êtes enfermé entre quatre murs, vous avez tendance à vouloir fuir la réalité. Or justement, là aussi, le processus psychique du discours intégriste, c'est d'amener les gens à fuir le monde réel pour les amener à l'idée que seule une confrontation avec le monde réel pourra régénérer le monde. Donc, les isoler des autres, oui. Par contre, ne pas les laisser seuls entre quatre murs pendant 15 ans, parce que sinon, en sortant, ce sera pire qu'en rentrant. Donc, on est dans un phénomène compliqué. Je ne pense pas qu'on ait une recette à donner là tout de suite. Ça demande des regards croisés, ça demande de l'interdisciplinarité, ça demande vraiment de réfléchir à comment, en même temps, mettre entre quatre murs, mais que ces quatre murs soient pas un facteur de plus d'embrigadement supplémentaire et de fuite, de renforcement, de rigidité. Et puis, ça demande une évaluation, je m'excuse d'y revenir, mais aussi au cas par cas, parce que sous la qualification terroriste, vous avez le jeune qui est parti pour combattre avec les soldats de Bachar el-Assad, qui est revenu immédiatement en voyant les horreurs qui étaient faites et en se disant « mais moi je veux pas de ces horreurs-là ». Dès le jour où on lui demande de tenir une tête coupée, il revient en courant. Et vous avez le chef ou celui qui est dans une filière depuis 4 ans, celui qui a pensé son truc. Donc sous la qualification terroriste, vous avez des profils différents. Et c'est ce que disent les juges. C'est-à-dire que si vous mettez en isolement ou si vous mettez, comme à Fresnes, ils ont fait une expérience où ils ont mis tous ceux qui étaient en qualification terroriste ensemble. Vous avez des jeunes qui ont fui Daesh au bout de 3 jours, qui écrivent à leurs juges en disant « mais sortez-moi de là ». Ils m'ont mis avec des chefs d'Al-Qaïda, avec des chefs de... et là, on est assigné à notre vie, on ne s'en sortira pas. Donc, encore une fois, il y a complexité. Aussi. C'est ça, complexité. Claude Moniquet, les deux frères Kouachi et Amadi Koulibaly ont fréquenté Djamel Begal, qu'ils ont rencontré à Fleury-Mérogis en 2005, qui avait constitué un groupe de fidèles. Qui est-il, Djamel Begal? Alors, Djamel Begal est un homme qui, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, était un chef intermédiaire des réseaux européens d'Al-Qaïda. Et en fait, il avait été arrêté quelques semaines avant les attentats du 11 septembre à Dubaï par la police des Émirats arabes unis, alors qu'il rentrait d'Afghanistan vers la France. Il rentrait vers la France avec des ordres de passage à l'acte pour un réseau qui a été démantelé et qui a été le premier réseau démantelé après le 11 septembre, quelques jours plus tard, un réseau d'Al-Qaïda qui était basé à Bruxelles, mais qui devait commettre des attentats à la fois en Belgique et à Paris, contre l'ambassade américaine. Donc Djamel Begal a été en tout cas un gros poisson. Aujourd'hui, à l'époque où les frères Kouachi l'ont rencontré, il était sorti de prison, mais c'est un homme qui a effectivement un passé qui est un passé lourd. On est sur des modèles de gens qui sont des vieux, des chevaux de retour, comme on pourrait dire dans le milieu, des chevaux de retour du terrorisme. Et peut-être qu'on a un peu mésestimé ce risque, qu'on s'est dit qu'on a mis tous les moyens, effectivement, comme ça a été dit un peu plus tôt dans l'émission, sur les jeunes qui partaient en Syrie, en oubliant que certains qui avaient un passé, qui ont été mêlés aux attentats des années 95, qui ont été mêlés aux tentatives d'attentats du début des années 2000, qui ont été mêlés aux filières irakiennes de 2004, 2005, 2006,
peuvent également rester des gens dangereux. Mais qu'est-ce qu'on fait justement, par exemple, d'un Jamel Begal? Est-ce qu'il faut l'isoler, lui, complètement, justement, du reste de ses détenus? Qu'est-ce qu'on fait d'un homme comme Jamel Begal? On peut le déradicaliser? Est-ce que c'est possible encore de le déradicaliser, pour employer ce terme-là, entre guillemets? Non, je pense pas qu'on déradicalise un Begal, je pense pas qu'on déradicalise un Ali Ismail Belkacem, un des hommes des attentats de 95. Ce sont des gens qui ont fait un choix. Ce choix, il y a tellement de répétitions à terme de leurs actions, de leurs engagements, qu'on voit bien que ce sont des gens sérieux et qui iront jusqu'au bout. Alors, je crois qu'il faut faire effectivement la distinction entre les suivistes, les jeunes, les influençables et les dirigeants. Begal, c'est un dirigeant, c'est un caïd, c'est un chef de réseau, c'est un homme qui a beaucoup d'influence, c'est quelqu'un qui, effectivement, quand il est en prison, doit être isolé. Et quand il n'est pas en prison, doit être placé sous une surveillance, bien entendu, très étroite. Pascal Boniface, se pose aussi la question du contexte international aujourd'hui. Alors certains disent que finalement on fait la guerre en Irak et que la guerre finalement vient aussi chez nous, qu'on a le retour de cette guerre. La guerre d'Irak de 2003, effectivement, qui, rappelons-le, a été faite pour combattre le terrorisme, l'a nourri. Je crois qu'il y a quand même assez peu de gens aujourd'hui qui sont encore en mesure de dire l'inverse. Mais on n'en reviendra pas sur cette histoire. Elle est faite, c'est un accord malheureux. Et effectivement, là aussi, ces images d'Abu Ghraib, Guantanamo ont été des matrices à terrorisme. Et donc, on ne peut pas communiquer sur nos valeurs si nous ne les respectons pas nous-mêmes. Et Guantanamo est tout à fait différent de nos valeurs. Donc, il faut être cohérent. Une fois encore, ça n'empêchera pas tout. Et effectivement, par rapport au phénomène de prison aussi, je crois qu'il ne faut pas laisser les gens trop enfermés, mais qu'il faut trouver des gens qui leur parlent de façon crédible de l'extérieur, des imams qui soient réellement formés. Et faut avoir des gens qui puissent avoir leur écoute de façon crédible, même s'il y en a certains qui ne reviendront pas en arrière. Mais on peut encore en arrêter certains. Alors justement sur la formation des imams, parce que là aussi il va y avoir une vraie discussion autour de cette formation des imams. On dit aujourd'hui, en tout cas c'est ce que dit aussi beaucoup de représentants de la communauté juive en France, que ces imams sont formés à l'étranger et qu'il faudrait des imams formés en France. Et ça fait des années qu'on en parle de la formation des imams en France. Mais laissons les musulmans français désigner les gens qui doivent les représenter. Et ne leur assignons pas de l'extérieur des représentants, c'est tout à fait contre-productif. Mais est-ce que ces musulmans français ou ces Français musulmans désignent leurs représentants aujourd'hui en France ? Mais on ne leur permet pas de désigner leurs représentants qui sont médiatisés, etc. Il faut voir, il y a quand même... Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là, justement ? Oui, clairement, mais c'est un miroir qu'on peut vous tendre également. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de musulmans qui sont ingénieurs, docteurs, qui sont avocats, qui sont enseignants, dont on ne parle jamais. Ils vivent effectivement leur islam de façon discrète et on ne les voit pas beaucoup, alors que ce sont des formidables... Et on a une représentation de la société française qui est extrêmement négative, et cette représentation négative vient bien sûr jaillir. Enfin, c'est bien sûr pas tout à fait le nœud du problème, mais ça en fait partie quand même. Ça alimente cela, parce que les sources de l'alimentation du radicalisme, une fois encore, il y a aussi quelque chose qui est très gênant, c'est que quand on veut expliquer, on dit qu'on légitime. Non, il faut réellement comprendre les sources du terrorisme si on veut le combattre, si on veut le combattre à la racine. Et donc, si on veut combattre le mal, il faut mieux le comprendre. Sinon, on a peu de chances de gagner cette bataille. Mais sur le fait qu'on ait des imams en France qui soient payés par des pays étrangers, est-ce que ça ne pose pas un problème ? Comment y faire pour y remédier ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement ? C'est le discours qu'ils tiennent et c'est qui fait quoi, effectivement. Et là aussi, mais comment faire alors pour s'en séparer de ces imams-là ? Alors, bien sûr, on ne va pas payer des imams. L'État français ne va pas payer des imams s'il y a une loi de laïcité, de séparation des églises et de l'État. Mais je pense qu'il faut laisser les musulmans s'organiser et désigner en eux-mêmes cela. Et je crois que les vocations ne manquent pas et qu'il y a suffisamment de qualité chez beaucoup d'entre eux pour que cela puisse se faire. C'est que la désignation des imams qui viennent de l'étranger pour tenir aussi un discours radical, c'est aussi un héritage du passé. Un héritage parce que lorsque vous interdisiez la construction de mosquées dans les villes, c'est il n'y a pas si longtemps que cela. Je veux dire, c'est aussi aujourd'hui, maintenant, il y a un regard un peu différent. Quoique je crains qu'il y ait un retour en arrière après les événements. Mais à partir du moment où dans des villes, dans les années 70-80, on interdisait la construction de mosquées et qu'on mettait des bâtons dans les roues aux pratiques du culte musulman, eh bien forcément, quand vous interdisez un mouvement, il vient de l'extérieur. Il faut aussi réfléchir à cela.
Dounia Bouzar et ensuite Wassim Nass. Moi, j'ai quitté le Conseil français du culte musulman en tant que personnalité qualifiée parce que justement, je trouvais qu'on s'adressait trop aux consulats étrangers pour choisir ceux qui représentaient avec tout le respect que j'avais pour eux. Et j'étais persuadée qu'il fallait prendre la nouvelle génération qui était née en France, qui pensait en français et qui réinterprétait l'islam à partir d'une culture française finalement. Donc, je suis d'accord, ça va peut-être prendre encore un peu de temps, mais je pense que c'est aux Français de référence musulmane de trouver leurs propres représentants et imams. Ceci dit, une petite note vraiment qui montre que les imams sont comme les autres interlocuteurs des jeunes. On a eu peut-être une demi-centaine, enfin au moins 50 demandes de mosquées différentes d'imams qui nous demandent de les former parce que eux-mêmes veulent savoir reconnaître ce que nous on appelle donc ces fameux indicateurs de prévention et essayer d'être à l'approche du jeune qui vient pas pour la spiritualité. Mais globalement, rappelons quand même que les radicaux fuient les mosquées. Les radicaux sont persuadés qu'il y a des micros dans les mosquées et c'est quand même rare en France que le radicalisme se passe dans les mosquées. C'est à la sortie de la mosquée éventuellement ou par d'autres biais, mais c'est pas dans les mosquées que le radicalisme se construit. Il y a aussi des, alors je sais pas si c'est vrai, vous allez me dire, des imams qui s'autoproclament, enfin des personnes qui s'autoproclament imams. J'ai entendu déjà dire le vendredi au prêche, oui. Si l'imam n'est pas là, eh bien soudainement quelqu'un dans la salle, n'importe qui peut s'autoproclamer imam et tenir des on s'autoproclame quand même pas imam comme ça, même s'il y a souvent des débats. Et très honnêtement, je pense que les mosquées sont pas l'endroit où on doit encore perdre du temps. C'est sur Internet, il y a autre chose à faire. Se fait. Wassim, les frères Kouachi, donc qui se revendiquent d'appartenir à ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Koulibaly qui lui dit se revendique de l'organisation de l'État islamique. Est-ce que notre engagement aujourd'hui sur le terrain, est-ce qu'on paye aujourd'hui cet engagement-là aussi Bien sûr, la France est en guerre déjà contre Al-Qaïda sur plusieurs terrains. Ça commence par le Sahel, Somalie, Yémen. Mais il faut faire la différence avec l'engagement français dans la coalition. Pourquoi ? Parce que l'action des frères Chouaki, elle émane d'une volonté ancienne à frapper Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, même Charb, est désigné nommément par Al-Qaïda comme cible. Alors que l'engagement aujourd'hui de la France en Irak, donc contre l'État islamique, ça peut susciter des vocations. Ça veut dire des réponses, on va dire, favorables aux appels qui émanent de cette organisation à des Occidentaux, à des sympathisants de l'État islamique, à frapper en Occident. Donc c'est deux démarches différentes. Donc oui, l'engagement de la France dans la coalition, ça peut pousser certains jeunes à agir au nom de l'État islamique pour se venger, comme Koulibaly. Donc des actions D'ailleurs, il aurait dit dans une vidéo, vous ne pouvez pas attaquer et n'avoir rien en retour. Tout à fait, mais c'est une action qu'il a fait lui-même. Et donc, qui sera peut-être récupéré après. Donc, ça n'a pas été commandité par l'organisation de l'État islamique. L'organisation de l'État islamique a récupéré finalement. Elle ne l'a pas encore fait. Elle ne l'a pas encore fait parce qu'elle n'a pas revendiqué encore. Voilà. Mais elle pourrait en tout cas elle pourrait, ce qui est une action, ce qui est comme les actions qu'il y a eu à Londres, comme il y a eu en Australie, comme il y a eu au Canada, même comme les attentats qu'ont fait les frères Tsarnaev à Boston, ça a été récupéré après coup par Al-Qaïda. Donc c'est différent de ce qu'on a pu voir comme le 11 septembre, c'est différent de l'action des deux frères, donc c'est deux choses vraiment différentes. Quand Al-Qaïda au Yémen organise une opération et dit qu'elle l'a organisée, qu'elle l'a financée, qu'elle l'a commanditée, ce n'est pas comme un jeune qui agit au nom de quelque chose en réponse à un appel qui reste abstrait, sans structure. Aujourd'hui, l'État islamique, jusqu'à cette heure-ci, il n'a pas les moyens de son ambition de monter une opération en Occident, comme Al-Qaïda l'a fait avec Charlie Hebdo, et comme on a pu voir avant, dans les années 90, ou avec l'attaque du 11 septembre. On n'est pas là encore. L'État islamique a des préoccupations plutôt régionales, avec mais les ils arrivent malgré proches. tout, il y a quand même des attaques qui se font en leur nom. Alors tout à fait. Finalement, j'ai envie de dire, d'autres font le sale boulot à leur place, finalement. C'est ce que j'appelais la façon autonome, l'autonomie laissée presque. Et ça, là, on peut voir que, par exemple, les jeunes occidentaux qui se battent dans les rangs de l'État islamique, qui vont avec femmes et enfants, ils sont plutôt partis pour rester. Donc, ceux qui sont les plus susceptibles d'agir et d'être dangereux, c'est ceux qu'on ne connaît pas. Et donc, les frères Tsarnaev, ils ont fait leurs bombes dans leur cuisine et ils ont fait leur attentat. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas trop se focaliser, comme ça a été dit, sur les départs. Il faut plutôt se focaliser à qu'est-ce qu'on fait ici.
sur ceux qui ne peuvent pas partir, généralement. Et puis aussi, cette comparaison avec le 11 septembre, c'est une facilité, mais ça n'a pas grand-chose à voir. C'est un attentat, mais entre une organisation quand même très structurée, avec 2 avions qui font tomber, qui font 3000 victimes, et puis 3 types qui sont quand même, y compris dans leur fuite, pas très organisés, qui sont peut-être pas des loups solitaires, ils sont attachés à une organisation, mais enfin, il n'y a pas le même professionnalisme et la même organisation qu'il y a eu en septembre. Et donc là, encore une fois, pour faire une sorte de rassemblement qui frappe les esprits, on n'analyse pas très bien la réalité. Claude Moniquet, on peut dire qu'on est en guerre. Finalement, on va faire la guerre au Sahel contre le terrorisme. Aujourd'hui, on fait la guerre en Irak contre l'organisation de l'État islamique. Clairement, les armes françaises sont engagées sur plusieurs terrains contre le djihadisme. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Entre autres, effectivement, au Mali, dans le Sahel et en Irak aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur cette question État islamique et Al-Qaïda au Yémen. Parce que moi, j'ai une inquiétude quand même. C'est qu'il faut savoir qu'au sein d'Al-Qaïda, il y a des tensions énormes depuis la mort de Ben Laden. L'accession au pouvoir d'Al-Zawahiri a été très mal vécue, il est très critiqué. On a trouvé, les CIS comme organisation a trouvé des textes il y a 1 an qu'on avait traduits et analysés qui prouvent qu'il y a vraiment un rejet d'Al-Zawahiri, premièrement. Deuxièmement, Al-Qaïda, stricto sensu, n'est pas arrivé à quelque chose de productif de leur point de vue depuis des années. Troisièmement, la puissance islamiste radicale qui monte, c'est l'État islamique. Alors, est-ce que Al-Qaïda au Yémen, qui avait déjà une tendance qui était un peu marginale par rapport à Al-Qaïda maison centrale, Al-Zawahiri, le magazine Inspire en anglais, créé par Al-Awlaki, l'homme qui aurait entraîné, en tout cas formé au départ Saïd Kouachi, était une tentative de provoquer des attentats individuels en Europe, ce qui n'était pas la vision d'Al-Qaïda. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement qui est en train de se faire entre l'État islamique et Al-Qaïda au Maghreb, et Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, Al-Qaïda au Yémen? C'est une inquiétude, parce qu'Al-Qaïda au Yémen, aujourd'hui, c'est la seule partie d'Al-Qaïda, la seule branche, qui est vraiment efficace, c'est la plus militarisée, c'est la plus puissante, et c'est celle qui a les meilleurs moyens de propagande. Alors, s'il y a un rapprochement entre les deux, je crois qu'on a quelques inquiétudes à avoir. Vous n'y croyez pas, Wassim Nasr, à ce rapprochement? Je suis d'accord pour dire que c'est la branche la plus efficace. D'ailleurs, c'est pour ça que les Américains frappent là-bas depuis plus d'une décennie. Les frappes de drones ont commencé au Yémen et pas en Afghanistan ni au Pakistan. Mais le rapprochement, il est juste impossible aujourd'hui. Parce que si on suit ce qui émane d'Al-Qaïda au Yémen, des chefs religieux comme Nazari, ou même du chef religieux Al-Ansi, que j'ai pu interviewer avec un journaliste d'AP, un journaliste de Times il y a encore quelques semaines, et quand il dit que le califat est illégitime, quand il donne les raisons religieuses pourquoi le califat est illégitime, quand il dit que l'État islamique est dans l'erreur quand il décapite, qu'il ne faut pas mettre en scène les meurtres, et quand on sait le débat idéologique entre Al-Qaïda et Al-Qaïda au Yémen et l'État islamique, on sait que c'est juste impossible. Même quand l'État islamique a annoncé qu'il a eu des allégeances depuis le Yémen, la branche yéménite d'Al-Qaïda l'a accusé de vouloir diviser les moudjahidines, comme ils disent. Donc ce rapprochement est juste impossible. Mais là où il peut avoir rapprochement, c'est pas au niveau des chefs, c'est pas au niveau des 2 organisations, mais au niveau de la base. Donc la base, une bonne partie de la base de Al-Qaïda au Yémen se sent attirée par l'État islamique qui, effectivement, a restauré un califat en quelques mois, alors qu'Al-Qaïda n'a rien accompli pendant plus d'une décennie. Donc c'est là que ça se joue, mais on ne peut pas imaginer une fusion. On peut imaginer des défections d'Al-Qaïda vers l'État islamique, oui, mais une fusion entre les chefs, les anciens, avec l'État islamique, c'est juste impossible. La friction est très grande, elle est idéologique et elle est même militaire en Syrie. Donc je ne pense pas que ça peut se produire. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce... Je ne dis rien d'autre. Ah ben il est d'accord avec vous, Claude Moniquet. Merci. Voilà, c'est parfait, on termine ainsi ce débat. Merci beaucoup, Claude Moniquet, en direct de Bruxelles. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Merci, Dounia Bouzard, d'être venu nous voir. Merci, Wassim Nasr. Maintenant, un œil sur les médias, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Karim Yayaoui.
Bonsoir Karim, Bonsoir, on est très content de vous retrouver, un œil sur les médias, ravi. tout ce qui a fait l'actualité sur les réseaux sociaux. Et on revient évidemment sur cette marche tout à fait incroyable hier à Paris. 4 millions de personnes, près de 4 millions de personnes dans les rues de France. Alors évidemment, cette actualité est à la une de beaucoup de médias internationaux. Le site de Courrier International s'arrête sur quelques-unes, celle de Die Welt par exemple, avec cette foule très compacte, unie contre le terrorisme. Du côté d'un autre journal, Le Soir de Belgique, on titre simplement Libre. Pourquoi Libre? Parce que pour Le Soir de Belgique, c'est un bouclier humain qui s'est interposé contre la terreur et la barbarie. Autre journal, celui de Página 12, qui est un journal de Buenos Aires, qui titre lui aussi Contra el Miedo, contre la peur. Autre journal, le Daily News, qui lui est très critique vis-à-vis des hommes politiques américains qui étaient absents. Barack Obama n'a pas fait le déplacement, Joe Biden non plus. Alors il y avait Eric Holder, mais qui n'est pas apparu lors de ce très court défilé des hommes politiques, ministre de la Justice. Et on apprenait ce soir qu'on regrettait du côté de la Maison-Blanche de ne pas en avoir fait plus. Le Daily News est très critique en soulignant que les Américains étaient absents à un moment qui est pourtant un tournant de la lutte contre l'islamisme radical, à en croire le Daily News. Et puis je vais vous montrer cette autre une, celle d'Al Watan, un journal algérien, le pari du Front mondial. Du côté de ce journal algérien francophone, on espère assister finalement à la formation d'un front mondial contre le fléau. En Algérie, on a suivi cette actualité de très près puisque le pays a connu une décennie noire où de très nombreux journalistes ont été assassinés. Alors évidemment, cette actualité avait une importance toute particulière pour les Algériens. Alors, si certains ont souligné le fait que c'était un moment historique très important, on s'est aussi arrêté sur ces hommes politiques qui ont marché ensemble et cette apparente unité finalement n'était pas aussi évidente que cela, puisque le site du Lab, reprenant une actualité développée dans le journal israélien Haaretz, souligne que finalement Netanyahou a un petit peu forcé la main à François Hollande, décidant unilatéralement de venir et forçant François Hollande à inviter Mahmoud Abbas. Et puis il y a aussi des voix qui se sont fait entendre pour critiquer la présence d'un certain nombre d'hommes politiques. Sur le site de RSF, on a condamné la présence de ceux qu'on présente comme des prédateurs. Et puis sur Twitter, on a parfois ironisé sur ce compte. On évoque la présence d'Erdogan, de Bongo et de Lavrov qui marchent pour la liberté d'expression. Ce tweeto qui souligne que normalement Christine Boutin sera sur un char à la prochaine Gay Pride. Évidemment, c'est très ironique tout ça, mais beaucoup ont souligné cette présence qui n'était pas forcément indispensable selon certains tweetos. Et François Hollande qui a fait rire bien malgré lui certains survivants de la rédaction de Charlie Hebdo. Alors on en parle du côté de Ouest France, puisque François Hollande a fait éclater de rire des membres, ceux qu'on présente parfois désormais comme les survivants de Charlie Hebdo, puisque dans un moment assez solennel où il prenait dans ses bras le médecin urgentiste Patrice Pelou, qui est aussi un collaborateur de Charlie Hebdo, eh bien une petite crotte de pigeon s'est déposée sur sa veste. Alors évidemment, pour les dessinateurs de Charlie Hebdo, c'est la réincarnation d'un des dessinateurs qui a voulu faire une petite blague à François Hollande. Et on finit avec Nicolas Sarkozy qui a le droit aujourd'hui d'être à l'honneur avec le hashtag « Je suis Nico ». Alors pourquoi ? Parce que, comme le soulignait Paris Match dans un premier article, Nicolas Sarkozy s'est invité sur la photo en faisant fi du protocole puisqu'il devait être théoriquement pas en première ligne. Alors il s'est imposé en jouant des coudes malgré un policier qui l'aurait repoussé. Alors Paris Match n'a pas forcément eu le courage de garder le titre qu'il avait choisi au début. Comment Sarkozy s'est invité sur la photo est devenu finalement les coulisses d'une photo historique, mais les twittos n'ont pas tardé à partager ces images où Nicolas Sarkozy s'est invité un petit peu partout, ici aux côtés du général de Gaulle, ici sur cette image très célèbre, ou encore là, à Yalta, on découvre Nicolas Sarkozy derrière ceux qui ont fait l'histoire à cette époque-là. Et puis une dernière pour la route, Nicolas Sarkozy décidément partout. Merci beaucoup Karim Yehiou, merci de nous avoir fait rire pour la fin de cette émission. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci surtout à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h. Tout de suite, le journal sur France 24.